L'incohérence de la communauté africaine. Je veux qu'on en parle un peu aujourd'hui. On va parler sur plusieurs aspects. On va déjà parler, bien entendu, par rapport à ce qui se passe au Niger, à la CEDEAO aujourd'hui, mais aussi de façon générale. Je sais déjà que d'autres diront dans cette vidéo, quand ils vont l'écouter, que je suis pro-occidental, que je suis pro-français, que je ne comprends pas ce qui se passe, que je suis inculte, que je ne comprends pas la géopolitique. En fait, j'ai eu tous les commentaires et je pense encore que d'après ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui, d'autres vont encore aller beaucoup plus loin dans nos commentaires. Mais je dis peu m'importe parce que j'estime que c'est une fuite en avant de ne pas vouloir se dire les choses clairement, de ne pas vouloir affronter la réalité en face pour pouvoir trouver de vraies solutions. D'accord? Donc, je vais détailler à peu près mon propos, ce que je pense par rapport à cette incohérence dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça déjà, parlons du cas du Niger avant de découler un peu de l'incohérence dont il est question. Vous savez en fait que le président Mohamed Bazoum, c'est le choix du peuple nigérien. Qu'on le veuille ou pas, il a été élu par le peuple et démocratiquement. D'accord? Il est élu démocratiquement par le peuple. Donc aujourd'hui, j'entends partout, tout le monde me dire que les putschistes, c'est le choix du peuple. J'ai un peu du mal à comprendre cette incohérence. Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement en 2021 par les urnes. Aujourd'hui, qu'on me dise que c'est un général putschiste qui est le choix du peuple, j'ai du mal à comprendre. Qu'on soit un peu cohérent. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Il faut qu'on se dise clairement les choses. Bien entendu, tout le monde a dirigé sa haine, a dirigé des propos nauséabonds, a dirigé tous ces maux, tous ces malheurs vers un seul bouc émissaire qui est la France. Mais comme je dis, c'est vraiment la France qui est le problème. Regardez, il y a cette incohérence-là, où un président qui est choisi par le peuple, par les urnes, est chassé par un général, par un putschiste, et le peuple revendique en fait que, je parle le peuple, les putschistes disent qu'ils sont le choix du peuple. Et voyez aussi comment ce coup d'État s'est passé. Il ne faut pas oublier que ce général qui est aujourd'hui à la tête du Niger est celui qui a sauvé le président qu'il a mis de côté aujourd'hui d'un coup d'État il y a cela 2 ans. La situation au Niger, si on parle des contrats avec la France et tout ça qu'on dénonce aujourd'hui, étaient les mêmes quand ce même général était aux commandes depuis des années. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Aujourd'hui, on dit la France a fait l'armée française. L'armée française était toujours là quand ce général était aux commandes. Parce que ce général, il est là depuis Mohamed Issoufou, donc qui était l'ancien président qui est parti, en fait, qui a perdu les élections face à Mohamed Bazoum. Donc, ce n'est pas une histoire comme si l'armée française est arrivée hier, comme si les contrats miniers uranium ont été négociés hier, et ce général a dit stop, on arrête tout. Ah non, il était là depuis, il a participé, c'est un mec, c'est un cacique du régime. Donc, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ce général dénonce tout ça, disant que non, c'est incohérent, le président n'est pas bien, l'uranium n'est pas bien, la France doit partir. Mais la France est là depuis, il était là. Donc, ce n'est qu'en 2023 qu'il s'est rendu compte que le fait que les Français soient au Niger, c'est pas bien. Moi, je dis ce que je pense par rapport à cette histoire, et ce qui se dit, c'est clairement ça. Il allait être mis de côté par le président Bazoum. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et il n'a pas accepté d'être mis de côté, et c'est pour ça qu'il a fait tomber le président. Et pour justifier son acte, il a donc créé, avec la complicité, bien entendu, des forces obscures, un mouvement d'humeur, maintenant que c'est la Russie qui est en avant. Et comme aujourd'hui, c'est la tendance, aujourd'hui, tout le monde désigne la France comme bouc émissaire. Il s'en est servi pour masquer cet acte que je trouve un peu incohérent et voire même parfois stupide. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses, en fait. Si vous voulez analyser différemment, analysez différemment. Mais l'armée française n'est pas arrivée au Niger hier. Les contrats avec l'uranium ne sont pas été signés hier. Les bases françaises ne sont pas là hier. Il n'y a pas que la France là-bas au Niger. Il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Allemands. Je crois qu'il y a une panoplie de pays qui ont des forces militaires là-bas. Pourquoi ce n'est que la France qu'on pointe du doigt? Il faut se poser de vraies questions. Pourquoi ce n'est que la France qu'on pointe du doigt? Parce que c'est la tendance aujourd'hui. Donc, pour masquer cet acte stupide, en fait, qui est un vrai putsch démocratique, c'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui a été choisi par le peuple via les urnes est déposé par quelqu'un qui arrive par la force. Et on dit que c'est celui qui arrive par la force qui est le choix du peuple. Totalement incohérent. De deux, une autre incohérence encore, c'est la CEDEAO. Aussi, ça, ils sont complètement incohérents. Ils sont allés chercher Déby Idriss, pas Déby, non, c'est Mohamed Idriss, je crois, le fils d'Idriss Déby, le président du Tchad actuellement,
qui est aussi arrivé au pouvoir par la force. Il n'est pas élu. C'est aussi un président qui est arrivé il n'est pas démocratiquement élu, je veux dire. Il est arrivé par un putsch. Quand son père est mort, il a pris le pouvoir par la force. Comment est-ce qu'on peut envoyer un putschiste aller parler à un autre putschiste? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment est-ce qu'un putschiste, ça me fait me rigoler, comment est-ce qu'un putschiste peut aller dire à un autre putschiste de pouvoir respecter la démocratie? Expliquez-moi un peu ça, je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui ai un peu le cerveau qui tourne mal, mais Idriss Déby, non, avec Idriss, le président Déby n'est pas élu. Il n'est pas élu. Donc, comment la CEDEAO peut faire appel à un mec qui n'est pas élu pour aller convaincre un autre mec qui a fait le putsch? Ça veut dire que la CEDEAO, en fait, valide le fait que Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir par les armes, par la force. Il n'a pas été élu par les urnes. Il le valide vu qu'il est légitime pour aller négocier. Et il envoie aussi négocier, c'est quand même fou. On envoie un putschiste aller convaincre notre putschiste de respecter la démocratie. Moi, je me dis, je ne sais pas, tous ces présidents-là qui ont des niveaux d'éducation élevés, qui sont de gros docteurs, qui ont des diplômes des écoles, je me demande souvent comment est-ce qu'ils réfléchissent, quoi. C'est comme si à un niveau, ils ont perdu leurs moyens. Parce que ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas envoyer un président qui est arrivé au pouvoir par la force d'aller convaincre un autre qui est arrivé par la force de respecter la démocratie. Ça n'a pas de sens. Dites-moi ce que vous en pensez. De trois, je veux qu'on soit clair et qu'on parle correctement par rapport à cette intervention que la CEDEAO veut faire au Niger, parce qu'ils ont donné une semaine d'ultimatum. Ils ont dit si après une semaine, il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que le président Bazoum n'est pas remis sur son fauteuil, il risque d'avoir une intervention militaire. Ils ont dit que c'est le dernier recours, mais ils n'excluent pas la force. Comment ça va se passer? Et de l'autre côté, le Niger, le Mali plutôt, le Burkina, la Guinée, l'Algérie, on dit que si la CEDEAO attaque le Niger, ils considèrent comme un acte de guerre, et eux aussi vont aller défendre le Niger. Mais ils ont déjà fini de combattre les terroristes chez eux. Comment ça va se passer concrètement? Comment? Le Burkina se plaint qu'il n'a pas assez d'armes pour aller combattre les terroristes qui attaquent son territoire. C'est les armes qu'il aura pour aller combattre au Niger contre les forces de la CEDEAO? Je ne sais pas, expliquez-moi un peu le truc. Le Mali, c'est pareil. Le Mali, aujourd'hui, il commence à aller beaucoup mieux, mais il y a beaucoup de combats locaux. Donc, ils vont laisser leurs combats locaux pour aller plutôt combattre la CEDEAO au Niger. Ça veut dire, en fait, qu'eux aussi valident le fait que le général qui est arrivé par le putsch est légitime. Non, il faut dire les choses clairement. Eux aussi valident ça. On ne peut pas virer un président qui a été élu démocratiquement par les urnes et valider un mec qui est arrivé par la force et qui a chassé celui qui est là démocratiquement. Soyons un peu, je ne comprends pas ce truc-là, mais revenons à l'intervention militaire. Ça va se passer comment concrètement? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur place, il y a encore les forces françaises qui sont là, les forces, je crois, américaines, les forces allemandes. Je crois qu'il y a deux, trois, voire 4 pays occidentaux qui ont encore leurs forces militaires au Niger. Est-ce que ce sont ces forces militaires-là qui vont intervenir pour faire la guerre aux putschistes et les faire partir? Ça, je ne sais pas. Est-ce que le Mali, le Niger, le Burkina, l'Algérie vont envoyer des troupes aussi sur le terrain? Je ne sais pas. Comment ça va se passer concrètement? Comment est-ce qu'ils envisagent aujourd'hui aller défendre le Niger? La question que je me pose, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'on ne peut pas, entre guillemets, être un pays comme le Burkina, le Mali ou un autre pays et dire qu'on va aller faire la guerre à la CEDEAO. Je veux dire, soyez un peu cohérents. Soyez un peu cohérents. Ils vont faire comment? Quand la CEDEAO, c'est plusieurs pays, il y a les moyens. En plus, il y a la CEDEAO, il y a la banque. Pour faire la guerre, il faut l'argent. On gèle les comptes de ces pays-là, c'est fini. Ils vont payer les armes avec quoi? Déjà, on a gelé les comptes du Niger, ils sont en train de suffoquer. Donc, je vais dire, expliquons un peu ne soyons pas dans le populisme et l'émotion. Soyons factuels. Expliquez-moi si vous comprenez, à part que ce soit pour faire un peu de populisme, si vous comprenez cette déclaration du Burkina, du Mali, de la Guinée qui disent qu'ils vont aussi entrer en guerre si le Niger est agressé. Comment ça va se faire pratiquement? Moi, j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Et je pense que c'est complètement de la parole. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. À moins que derrière, il y ait un soutien russe qui vient derrière, je ne sais pas trop quoi, pour les amener les troupes. À moins que Wagner entre là-bas, j'en sais rien. Mais concrètement, je ne vois pas comment ça va se faire. Je ne crois pas. Si la CEDEAO décide d'attaquer demain, c'est qu'ils auront les moyens, les garanties pour attaquer. Soit ils se feront soutenir par les forces qui sont déjà sur place. Les forces françaises, je crois que c'est allemandes, italiennes. Il y a 3-4 pays. Soit ils vont les soutenir et ça va venir de l'intérieur avec les forces de la CEDEAO. Et du coup, forcément, les mecs ne pourront pas rentrer. On va bloquer les frontières. Soit, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, à part une déclaration populiste, je ne vois pas ce que c'est. Ça ne peut pas se passer. C'est compliqué. Expliquez-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de voir ça en commentaire.
Dernier point sur l'incohérence, je vais dire quand même que, et ça il faut le dire clairement, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, qui sont ici en France, en Occident, et qui sont dans leur confort, et qui disent que oui, la France doit partir du Mali, la France doit partir... Oui, je dis pas que... J'ai déjà dit que la France n'est pas exempte de tout reproche. Mais il faut être cohérent. Posez-vous seulement la question que si aujourd'hui la France décide que les vols Air France qui font Paris-Bamako, il n'y a plus de vols comme il y a eu pendant un moment là, les Maliens ont failli mourir ici en France. Les Maliens ont souffert. Les Maliens ont souffert. Il y a quelle compagnie malienne qui fait le trajet Paris-Bamako? Il n'y en a pas. C'est Air France. Et le Mali est l'une des communautés les plus représentées en France en termes de diaspora Afrique francophone. Si aujourd'hui, on coupe les vols Paris-Bamako, Paris-Niamey, Paris-Guinée-Conakry et Paris-Ouagadougou, comment les gens vont faire? En plus, il y a plein de gars ici qui aiment rentrer, en plus c'est l'été, ils aiment aller se balader. C'est tous ceux qui sont rentrés en congé là. On vous dit qu'il n'y a plus de vol pour revenir ici. Tous les Maliens qui sont rentrés, les Burkinabés, Air France dit, moi j'arrête mes vols. Le gouvernement français dit, c'est fini, il n'y a plus de vol, vous allez rentrer par la nage. Non mais je veux dire, soyons cohérents un peu. Je dis pas que, je répète encore, je ne dis pas que la France est exempte de tout reproche. La France doit revoir plein de choses en Afrique. Mais ce n'est pas le seul problème. Soyons cohérents déjà entre nous. Soyons cohérents dans nos propos. Ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas dans le populisme. Ne soyons pas influencés pas parce que toute l'opinion dit quelque chose qui sont forcément raison. Allumons nos cerveaux, réfléchissons. Ce n'est que par là que passera notre salut. Ce n'est que par là que notre salut passera. Donc voilà un peu quelques éléments où moi je pense qu'il y a une forte incohérence. Je sais, comme je dis, les gens vont dire oui, je comprends rien. Oui, Franck, tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Oui, je sais. Mais c'est mon point de vue par rapport à mon analyse. Et je pense que je ne suis pas loin de la réalité. Si vous avez un avis différent, contraire, mettez-la, on va discuter. Je n'ai pas de problème. J'interviens, on argumente. Le but, c'est de construire des argumentaires pour pouvoir tous avancer. Donc voilà mon point de vue. Avec toute cette totale incohérence-là, où je ne sais pas où est-ce qu'on va. Comme je dis, on va se libérer d'un colon pour prendre notre colon. J'ai déjà dit que moi, je pense que l'Afrique doit creuser son propre sillon. L'Afrique doit définir sa propre voie. Et ça passe par la multiplicité des partenaires. Il n'y a pas un partenaire qui est plus mauvais que l'autre. C'est mauvais quand on négocie mal les contrats. C'est mauvais quand on a des personnes incompétentes. C'est mauvais quand l'argent n'arrive pas à bon port et qu'il y a la corruption. C'est mauvais quand les projets ne vont pas au bout ou qui sont mal faits. C'est mauvais quand il y a des personnes qui prennent des valises d'argent pour leur propre compte sans réaliser des projets. C'est mauvais. Mais si on sait gérer les partenaires, que ce soit la France, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, peu importe, si on sait les gérer, si on sait négocier, avec une vraie volonté de faire bien pour son peuple, pour son pays, pour le bien de ses concitoyens, pour moi, ça va aller. Ce n'est pas une histoire de France, de Russie. J'ai dit que la Russie ne vient pas en Afrique parce qu'ils aiment les Africains. Ils viennent pour leur intérêt. Et c'est pareil. Si on a toujours des marionnettes, des charlatans qui sont là pour négocier avec eux, on sera au même point. On se fera exploiter, voire même pire que lorsque la France était là. On voit ce que la Chine fait aujourd'hui. La Chine exploite encore pire que la France. Vous pensez que c'est la Russie qui va faire différemment? Ce n'est pas une affaire de colonisation. Ce n'est pas une affaire de France. Aujourd'hui, la France a bon dos parce que la France était là avant les autres. Et aujourd'hui, la France, bien sûr, elle a une condescendance aujourd'hui que tout le monde dénonce. La France a une condescendance, hein, voilà, tout le monde le sait aujourd'hui, personne n'apprécie ça. Mais comme ils sont là depuis longtemps, avec cette condescendance, où ils se sont toujours crus supérieurs aux autres, c'est trop facile de leur mettre ça sur le dos. Vous pensez que les Russes adorent les Noirs? Vous n'avez pas vu plein de meurtres, de racisme noir qui s'est fait en Russie? Vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas écouté? Moi, j'ai un ami qui est mort en Russie, quelques années de racisme. Il s'est fait tuer par des skinheads en Russie. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Les racismes, ça ne vous dit rien. Vous voyez juste que du jour au lendemain, Poutine adore l'Afrique, les Russes adorent les Africains. Ils vont venir vous faire des bisous, des câlins et vous sauver de votre persécuteur français. Pardon, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous. Arrêtons de penser que... réveillons-nous. Voilà, je veux dire, moi quand je vois ça, ça m'exaspère. Réveillons-nous. Les Russes, je veux dire, c'est même peut-être les pires racistes que les Français. Il faut retenir ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est Franck Kenya. À très bientôt. Ciao, ciao.